Bonjour mes chers amis, j'ai maintenant le plaisir de partager avec vous quelques données sur une insuline de deuxième génération de référence que vous connaissez tous, la Glargine U300, et ceci est un symposium des laboratoires Sanofi. Pour démarrer d'emblée sur l'indication de l'insuline Glargine U300, mais également des autres insulines basales dans la prise en charge du diabète de type 2, je rappelle que la première injection est souvent un agoniste du récepteur au GLP-1 chez le patient diabétique de type 2 et qu'ensuite, si l'hémoglobine glyquée est au-delà de l'objectif, eh bien, on va rajouter une insuline basale et proposer ensuite une titration pour arriver à un objectif de glycémie à jeun qui est souhaité. On utilise depuis longtemps maintenant différentes insulines et on avait le concept d'insuline bedtime on proposait notamment l'insuline NPH, mais aussi l'insuline Glargine U100 que vous voyez en bleu foncé et l'insuline Détémir en bleu clair qu'on allait proposer essentiellement le soir en insuline bedtime puisque la durée de cette insulinothérapie, la durée d'action ne dépassait pas 24 heures et que l'objectif était de normaliser la glycémie le lendemain à jeun. Grâce à l'amélioration de la pharmacocinétique et ces insulines basales de seconde génération, on a vu naître l'insuline Glargine U300 et l'insuline Degludec, toutes les deux disponibles chez nous, avec, comme vous le voyez, une durée d'action qui dépasse 24 heures et qui nous a fait passer du concept d'insuline bedtime à une insuline basale, puisque les 24 heures vont nous permettre une plus grande flexibilité et un moment choisi par le malade et non pas imposé par la pharmacocinétique de la molécule. Cette insuline Glargine qui est passée de la U100 à la U300 est en fait une nouvelle formulation galénique qui, à cause ou grâce à une surface de contact qui va être réduite de moitié, va permettre un dépôt sous-cutané beaucoup plus réduit et une absorption qui va être beaucoup plus lente. Ceci est intéressant, notamment on va voir la stabilité, mais aussi la durée d'action de cette insuline. Le profil pharmacocinétique, pharmacodynamique de cette insuline Glargine U300, comme vous le voyez ici, est beaucoup plus plat et beaucoup plus prolongé sur les 24 heures. En noir, ici, vous avez la Glargine U100, la Lantus que vous connaissez, et en vert, l'insuline Glargine U300 qui va permettre une flexibilité, notamment de l'horaire d'administration des patients qui vont choisir de se mettre leur injection le matin s'ils le souhaitent, avec une flexibilité également d'horaire, plus ou moins 3 heures, et ne pas imposer une heure fixe à un moment dans la journée. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde les recommandations, en tout cas les dernières actualisations de l'ADA en 2022, c'est ces 4 piliers pour pouvoir diminuer les complications du diabète et le contrôle glycémique y est. Le contrôle glycémique, on va l'avoir notamment et on va l'évaluer sur l'hémoglobine glyquée, comme on le fait traditionnellement, qui est le gold standard de la surveillance de tous les diabètes et qui permet, à travers une glycémie moyenne, de nous donner pas simplement un reflet de la contribution de l'hyperglycémie basale et postprandiale. Mais cette hémoglobine glyquée, qui a eu un intérêt très démontré, que ce soit dans l'étude UKPDS ou l'étude des CCT, puisqu'on avait, en fonction de l'augmentation de l'hémoglobine glyquée, une augmentation du risque de rétinopathie. Et lorsqu'on va avoir une diminution de l'hémoglobine glyquée, eh bien, on aura moins de risque de rétinopathie, mais surtout plus de risque d'hypoglycémie. Les limites, justement, c'est surtout que l'hémoglobine glyquée ne nous dit pas combien d'hypo le patient a fait, pendant combien de temps et à quel moment. Elle ne va pas non plus capturer la variabilité glycémique. Et puis, comme je l'ai dit hier, on va avoir des conditions qui vont altérer l'interprétation de l'hémoglobine glyquée, comme je les ai listées hier. Je ne vais pas les revoir aujourd'hui, mais ce qui est important à se rappeler, c'est qu'elle n'est plus suffisante seule dans beaucoup de situations, notamment dans les situations où vous allez avoir un malade qui peut faire des hypoglycémies.
Ici, comme vous le voyez, on va avoir la rétinopathie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui augmente en fonction de la valeur de l'hémoglobine glyquée. Donc, plus on va avoir une hémoglobine glyquée qui s'élève, plus la rétinopathie va être présente, mais également, moins on aura de risque d'hypoglycémie. Et quand on regarde les études, notamment l'étude Impact, on se rend compte que même chez des patients bien contrôlés, qui avaient une hémoglobine glyquée en moyenne de 6,7%, eh bien, ils pouvaient passer presque plus de 3 heures par jour avec une glycémie basse en dessous de 0,7 g par litre. Et comme vous le savez, en dessous de 0,7 g par litre, eh bien, cette hypoglycémie peut entraîner des effets au niveau cardiaque, mais aussi au niveau neurologique. Et on va avoir des patients qui vont également avoir une altération de leur qualité de vie. Ce qui aujourd'hui nous amène à rappeler que grâce au CGMS notamment, on va pouvoir comparer deux types de profils. Ici, je vous ai mis deux patients qui avaient 8% d'hémoglobine glyquée, mais qui, comme vous le voyez, vont avoir une variabilité glycémique très différente. Ce premier est constamment en hypo, en hyper dans la journée, avec une glycémie moyenne qui lui permet d'avoir ses 8% d'hémoglobine glyquée, alors que ce second patient va avoir la même hémoglobine glyquée avec pas d'hypo et quasiment pas d'hyper. Est-ce que ces patients ont les mêmes risques en termes de micro et de macroangiopathie, mais également en termes de risque des hypoglycémies? Vous avez bien compris que non. Et on a également besoin de savoir combien de temps est-ce que les patients vont rester en hypo ou en hyper, ce qui fait que l'amplitude, mais également le moment des excursions glycémiques vont être utiles pour mesurer la variabilité glycémique, à savoir l'amplitude et le temps. Et ceci va nous permettre de calculer des coefficients de variation lorsque les patients peuvent se permettre un CGM notamment. Je vous ai résumé ici les complications directement corrélées à la variabilité glycémique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les microangiopathies, mais également les macroangiopathies, le risque d'hypoglycémie sévère, la diminution de la qualité de vie et beaucoup d'anxiété et d'émotions négatives qui vont être corrélées à cette variabilité glycémique. On a également une augmentation du risque de mortalité si la variabilité est très importante, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus se suffire chez les diabétiques de type 1, mais aussi chez les diabétiques de type 2, à mon sens insulinés, uniquement de l'hémoglobine glyquée, surtout chez ceux-là qui vont en faire beaucoup des hypoglycémies. Le tir, pour rappel, que j'en ai déjà parlé hier, c'est le temps dans la cible, le time in range. C'est le pourcentage de temps pendant lequel un patient va se situer dans la plage qu'on aura définie avec lui, la plage cible qui habituellement est de 0,7 à 1,8 g par litre ou 0,8 à 1,8 g par litre en fonction des patients. Je vous ai schématisé ici le fait que même 7% d'hémoglobine glyquée pouvait ne pas être suffisant, puisque 7% d'hémoglobine glyquée dans cet exemple ici en bas à gauche, l'exemple 3, avec des hyper et des hypos en permanence, ne sont pas suffisants et au contraire, le patient va rester à risque de faire des hypos, des hyper et donc également des complications micro-macro-angiopathiques et que je préférerais de loin avoir une hémoglobine glyquée à 8% sans toutes ces excursions et ces hypoglycémies, c'est l'exemple 1. Quand on va plus loin, par rapport à ce temps dans la cible, eh bien, on se rend compte que 7% d'hémoglobine glyquée, ça peut être un patient qui est 100% dans la cible, ce qui est parfait, mais également un patient qui peut avoir 70% de temps dans la cible et un quart du temps en hyper, 5% en hypo, mais également des patients qui vont être très peu dans la cible, moins de 50%, également 40% en hyperglycémie et 20% être en hypoglycémie. Ces patients-là sont des patients que nous devons prendre en charge et qui souvent viennent en consultation fatigués, avec une hémoglobine glyquée qui n'est pas du tout corrélée à la réalité.
L'optimisation de la variabilité glycémique et justement du temps dans la cible va être fondamentale pour pouvoir à ce moment-là avoir une meilleure gestion du diabète et surtout avoir moins de risques de conséquences sur les malades. Comme on savait que 1% d'hémoglobine glyquée en moins pouvait diminuer le risque de micro ou de macroangiopathie, surtout de microangiopathie dans l'étude ICAPDS, eh bien, on sait ici que lorsqu'on va augmenter de 10% le temps dans la cible, on va risquer d'augmenter de 64% le risque de rétinopathie chez les patients diabétiques de type 2, de type 1, pardon, d'augmenter de 40% le risque que ces mêmes patients diabétiques de type 1 fassent des micro-angiopathies, néphropathies, et que chez les diabétiques de type 2 avec maladie rénale chronique, on allait avoir 25% de plus de neuropathie dès lors que le time in range augmente de 10%. La mortalité, puisque aujourd'hui les patients diabétiques meurent et notamment meurent souvent du cœur, eh bien, on va avoir pour une augmentation de 10% du TIR, une augmentation de 8% de la mortalité toute cause et de 5% de la mortalité cardiovasculaire. Ce qui fait qu'il est important aujourd'hui de regarder non pas uniquement l'hémoglobine glyquée de nos malades, mais aussi le temps passé dans la cible. Lorsqu'on va avoir un traitement qui va permettre de diminuer cette variabilité glycémique et surtout qu'on puisse l'authentifier par des CGM, eh bien, il sera beaucoup plus intéressant pour les malades, que ce soit à court terme en termes de qualité de vie, risque d'hypoglycémie, angoisse, anxiété, mais également à long terme, comme vous le voyez ici, avec le risque des complications. Quels sont les objectifs maintenant du time in range? Rappelons qu'il est important d'individualiser également les objectifs du temps dans la cible, comme nous individualisons habituellement l'objectif de l'hémoglobine glyquée. Si je regarde ici un patient diabétique de type 1 jeune ou de diabétique de type 2 jeune, eh bien, il est conseillé, l'objectif principal est d'avoir plus que 70% de temps dans la cible, moins de 25% d'hyperglycémie au-delà de 1,80 g, moins de 5% de moments d'hyperglycémie au-delà de 2,5 et bien entendu très peu d'hypoglycémie, moins de 5% au total. Lorsque on va avoir un patient plus âgé, eh bien, plus à risque d'hypo, l'individualisation va faire que l'objectif du temps dans la cible est plus réduit, uniquement 50%, en faveur de l'hyperglycémie, puisque ces patients diabétiques âgés ne devraient pas avoir de risque d'hypo et même pas 1% d'hypoglycémie en dessous de 0,7 g par litre. Ces objectifs vont être beaucoup plus stricts en cas de grossesse. Ce qui va nous amener finalement à regarder les avantages d'amélioration de cette variabilité glycémique pour la gestion efficace à la fois d'un patient diabétique de type 1 ou de type 2. Il est important de continuer à optimiser, à contrôler l'hémoglobine glyquée. Oui, je ne pense pas que l'hémoglobine glyquée sera abandonnée, sauf pour les patients qui peut-être vont avoir en permanence leur capteur glycémique et qui va leur faire leur moyenne d'hémoglobine glyquée à chaque fois. Et nous allons également devoir regarder la variabilité glycémique pour qu'on puisse la réduire et que le patient aujourd'hui, s'il a la même reproductibilité de la vie quotidienne, par exemple, et les mêmes insulines et les mêmes doses d'insuline qui sont injectées, ne se retrouve pas un jour avec une glycémie en dessous d'1 gramme et le lendemain dans les mêmes conditions avec une glycémie au-dessus d'1 gramme. Et ceci sera permis en améliorant le temps dans la cible et en diminuant la variabilité glycémique. Tout ceci va nous apporter meilleure qualité de vie, moins de risques de complications et de mortalité. Et c'est là que je vais vous présenter une étude publiée qui est très récente, qui est en cours de publication, qui s'appelle InRange et qui a eu cette particularité, non pas de comparer finalement deux insulines uniquement par l'hémoglobine glyquée ou par les surveillances des glycémies capillaires, mais également de regarder qu'est-ce que pouvaient apporter ces CGM chez ces malades. Alors, les insulines glargine U300 et Degludec
ont été déjà comparés dans d'autres études. On a trouvé des différences, notamment dans les études de vraie vie, qui étaient peu significatives. Et on a cette insuline dégludec qui est également très intéressante et notamment qui a eu des études, c'est le type 1, assez pertinentes et qui nous permettent de la garder en comparaison comme gold standard. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a jamais eu d'études contrôlées randomisées qui a utilisé le time in range, donc le tir, comme élément principal de l'étude. Et dans cette étude, on a eu des patients qui ont eu tous un CGM, mais qui n'avaient pas accès. Donc, le CGM était placé, mais le patient ne pouvait pas l'utiliser pour pouvoir changer les doses d'insuline notamment. Voici le design de l'étude. On a d'abord fait un running avant la randomisation de ces patients pour vérifier que ces patients diabétiques de type 1 âgés entre 18 et 70 ans qui étaient non contrôlés sur l'hémoglobine glyquée supérieure à 7%, mais pas non plus l'hémoglobine glyquée supérieure à 7%, mais inférieure à 10%, qui étaient déjà sous une insuline basale avec des insulines rapides, toutes les deux analogues, et qui n'ont pas eu ces insulines de deuxième génération le mois précédent. On a donc switché après avoir fait un CGM sous ces insulines-là. Donc, l'insuline basale de première génération, ça devait être souvent des insulines glargine U100. Et sans que le malade puisse regarder ce qui se passait, on a branché pendant 20 jours le CGM. Ensuite, on a fait une randomisation en ouvert, c'est-à-dire qu'on a eu la moitié des malades qui étaient sous glargine U300 et l'autre malade qui était sous insuline glargine dégludec. Et le médecin, le malade, savait quelle insuline il avait. La titration ensuite a été faite sur les glycémies capillaires de ces malades. Enfin, après 8 semaines, on a remis en place un CGM pendant 20 jours chez ces patients pour voir quelle était la différence entre avant et après la mise en place de ces deux insulines de seconde génération et surtout, quels étaient les résultats. Cette étude est une étude qui a cherché la non-infériorité, mais aussi la supériorité avec un primary endpoint de tir à l'objectif, à savoir plus que 70% de la journée, et comme objectif secondaire de regarder la variabilité glycémique. Il a d'abord fallu 3 étapes. Premièrement, il fallait démontrer qu'il n'y avait pas, donc il y avait une non-infériorité de la glargine U300 versus l'insuline dégludec U100 pour pouvoir passer à la seconde étape, à savoir de regarder les objectifs secondaires. Donc d'abord, il fallait vérifier qu'on avait une non-infériorité sur le tir pour ensuite regarder s'il y avait une non-infériorité sur les autres objectifs et ensuite on a cherché la supériorité en troisième étape. Les patients diabétiques de type 1, comme vous le voyez ici, étaient des patients assez jeunes, autour de 42-43 ans, qui avaient dans les deux groupes une vingtaine d'années de diabète derrière eux. Comme vous le voyez, ils sont également un peu en surpoids, avec un âge de diagnostic autour de 22-23 ans et qui avaient à peu près les mêmes moments de mise en place d'insuline basale de première génération notamment. Ce sont des patients qui étaient à 60%, 55-60% avec des complications, que ce soit ici des complications à type de microangiopathie. Donc, on avait des patients qui pouvaient avoir des rétinopathies, des neuropathies, des néphropathies et des patients qui, surtout dans les CGM, ont pu avoir on pouvait évaluer ces CGM puisqu'on ne savait pas ce qui se passait. Le patient gardait le CGM pendant 20 jours et on a pu avoir vers 16 jours d'interprétation possible, dans les deux groupes, ce qui fait que les résultats ont pu être interprétables. Premier résultat, vous vous rappelez, il fallait d'abord prouver qu'il y avait une non-infériorité au bout de 3 mois sur le time in range. Comme vous le voyez ici, il y a eu une non-infériorité statistiquement significative de la glargine U300 versus la dégludec, basée non plus sur l'hémoglobine glyquée, mais sur le time in range, une fois qu'on a regardé quels étaient les résultats de
du CGM. Ensuite, on a pu passer au second endpoint, à savoir la variabilité glycémique. Et on a eu ici également, de façon statistiquement significative, une non-infériorité entre les deux insulines pour la variabilité glycémique. Dernière chose, eh bien, on se rend compte que la supériorité n'a pas été démontrée, et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur cette étude, qui, on verra tout à l'heure, a quand même des questions, et ce serait intéressant d'en faire beaucoup, des études de ce style, pour comparer ces deux insulines de seconde génération. Sur cette étude, on n'a pas pu prouver que l'une ou l'autre des insulines était supérieure. Je reviens rapidement sur les objectifs secondaires. Comme vous le voyez ici, quand on a switché de l'insuline basale de première génération aux insulines de deuxième génération, quelle qu'elle soit, eh bien, l'hémoglobine glyquée s'est améliorée. On a eu dans les deux groupes, et on va avoir moins d'hypoglycémie que ce soit les glycémies dans les 24 heures. On se rend compte qu'il n'y avait pas eu plus ou moins d'hypoglycémie dans un bras par rapport à un autre. Également, cette fameuse crainte de l'hypoglycémie nocturne, hein, je vous rappelle, j'ai changé de slide. Ici, c'est un focus sur les hypoglycémies entre minuit et 6 heures du matin. Là aussi, il n'y a pas eu de tendance vers l'une ou l'autre des insulines, et également pour les hypoglycémies diurnes. Donc, concernant la sécurité, pour terminer, eh bien, on a eu une sécurité qui était un peu similaire entre les deux. On n'a pas eu des événements indésirables qui ont amené à la mort, mais simplement quelques effets indésirables qui sont retrouvés d'ailleurs dans les études contrôlées randomisées pour les deux insulines. Cette étude a été pour moi très intéressante, puisqu'elle a permis de démontrer cette non-infériorité sur le tir sur 12 semaines, hein, je le rappelle, de l'insuline glargine U300 versus l'insuline degludec U100. On a pu également démontrer la non-infériorité sur la variabilité et qu'il y avait pas plus, pas moins d'hypoglycémie et de safety pour un bras par rapport à un autre. Les forces de cette étude, c'est essentiellement que c'était une étude prospective, hein, et qui a utilisé pour une fois un CGM avec le tir et un CGM en aveugle. Donc, on n'a vraiment pas utilisé pour la titration. Et on espérerait avoir des études qui seraient beaucoup plus longues, notamment pour avoir plus de data, et qu'on puisse également avoir des études en open label pour qu'on puisse regarder est-ce qu'on peut améliorer encore plus ces patients lorsqu'on va utiliser des CGM en ouvert en utilisant l'une ou l'autre de ces insulines. Les avantages de l'insuline glargine U300, pour conclure, eh bien, on savait qu'elle baissait efficacement l'hémoglobine glyquée. L'intérêt de cette étude qui est venue conforter les autres études de la glargine U300, c'est de montrer qu'il y a plus d'atteinte du tir et moins de variabilité, moins d'hypoglycémie, que ce soit les hypoglycémies diurnes ou nocturnes, avec cette durée de 24 heures qui permet, comme toutes les autres insulines de seconde génération, un moment d'injection beaucoup plus flexible, et les patients, je dois dire, mes patients et les vôtres très certainement, choisissent plus d'ailleurs le matin pour mettre leur injection, ce qui fait de cette insuline une vraie insuline de seconde génération de référence. J'espère qu'on pourra partager pour les quelques minutes qui restent des questions, mais aussi vos expériences avec ces nouvelles insulines. Je vous remercie.